Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Mon invité aura bien des choses à partager avec nous aujourd'hui. En sa qualité de présidente du SPLM, le syndicat des professionnels de la location meublée, elle prend régulièrement la parole pour défendre une filière qui, selon une étude de 2023, embauchait alors 41 000 salariés et était majoritairement constituée de TPE. Marie Pistigné est avec moi aujourd'hui pour faire le point sur la filière de la location meublée touristique. Quelle est la carte d'identité de cette filière aujourd'hui? Quels défis doit-elle relever aujourd'hui sans oublier ceux de demain? Quels sont ses atouts et ses faiblesses? Est-elle, comme on l'entend parfois, l'une des causes de la crise du logement qui sévit en France? Bonjour Marie Pistigné. Bonjour Anne-Sandrine. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée surtout. Oui, alors qui le syndicat des professionnels de la location meublée représente-t-il aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on représente effectivement des professionnels et quand on parle de professionnels, on est vraiment sur les agences, les conciergeries, parfois les agents de voyage qui ont cette capacité-là et également les loueurs-sous-loueurs. Et oui. Notre syndicat représente vraiment les pros, on ne représente pas les propriétaires, même si on travaille avec les propriétaires et qui sont partie intégrante de notre vie au quotidien. Et oui, ça c'est important de le dire. Voilà, mais et c'est très important et sans eux d'ailleurs on ne ferait pas ce métier-là d'ailleurs. Oui. Et, mais effectivement ils ne sont pas directement, quand on prend la parole, c'est voilà, on est sur la filière professionnelle. Et quel est le poids économique de cette filière en France aujourd'hui? Alors en fait elle est méconnue et super importante. C'est-à-dire qu'on a aussi bien, on a donc effectivement, vous le mentionnez, l'étude qui parle de 41 000. Là, c'est uniquement les professionnels, enfin embauchés par les professionnels. C'est 360 000 emplois quand on prend aussi toute la part des particuliers et les emplois que génèrent les particuliers. Parce qu'en fait, sur ce marché-là, il y a plus de la moitié des biens qui sont loués qui sont faits en direct en fait, par les propriétaires. Les professionnels, finalement, représentent une marge qui n'est pas si importante que ça au regard de la grande majorité. Et effectivement, 360 000 emplois, ça commence à faire beaucoup, sachant que c'est toujours des emplois qui sont non délocalisables. Vous ne délocalisez pas l'accueil, la maintenance, le ménage. Voilà, ça fait partie, effectivement, c'est un poids qui est effectivement très important. Et puis des revenus pour l'État aussi. Et surtout des revenus pour l'État et pour les communes, en fait. C'est ce qui me frustre un peu parce qu'on en parle peu en général. Mais effectivement, on a des voyageurs qui dépensent au quotidien, enfin déjà des entreprises qui cotisent, etc. Et on a qui relèvent la taxe de séjour notamment, qui est un point important, qui est obligatoire. Hein, ça n'a rien d'exceptionnel, mais néanmoins, plus la filière se développe, plus effectivement on collecte de taxes de séjour. Et après, sur la partie la plus importante, c'est les voyageurs. On a sorti un chiffre dans l'étude qui est intéressant et qui a été fait vraiment sur la partie la plus basse. C'est-à-dire c'est les offices du tourisme qui fournissent les dépenses par jour et par personne des voyageurs, hors hébergement et hors transport. Donc c'est vraiment purement la dépense locale. Et on a, juste avec les professionnels, plus de 2 milliards d'euros par an qui ruissellent après dans l'économie locale. Donc ça veut dire le marché, les magasins de souvenirs, les randonnées, toutes les activités qu'on peut faire quand on vient dans une destination touristique ou pas d'ailleurs, parfois elles sont un petit peu moins connues et voilà. Et en fait 2 milliards c'est énorme et souvent on ne parle que vraiment du haut de l'iceberg. Et vous venez de le mentionner, en fait c'est aussi important pour des régions qui sont parfois démunies d'autres activités économiques. Il n'y a pas seulement les grandes villes touristiques et leurs centres. Oui, parce que souvent on parle de ça et sur la partie justement des logements on a tendance à parler que des villes, mais effectivement alors, après peut-être grâce au Covid aussi, on a un peu redécouvert nos campagnes et nos régions. Et clairement, en tout cas sur les professionnels, mais les propriétaires, c'est la même chose. On est là aussi pour faire rayonner le tourisme local en réalité. Chaque propriétaire ou chaque professionnel, quand il veut faire des locations, avoir des réservations, il faut bien évidemment qu'il mette en avant tout ce qui peut être fait dans la région, dans le village, etc. Donc c'est un vrai pilier local. En fait, il y a un vrai ancrage local qui est souvent un peu on va dire méconnu des politiques, des élus locaux. Souvent, ils nous oublient un petit peu, alors qu'en réalité, on est des vrais partenaires locaux. Et oui, et depuis tout à l'heure, on parle de professionnels, et il y a souvent un manque de connaissances et de précision. Voilà, il y a les propriétaires, il y a les professionnels, et à tel point que sur les réseaux sociaux, par exemple la semaine dernière, vous vous êtes insurgé contre ceux qui font un raccourci bien trop rapide entre les professionnels de la location saisonnière et la marque Airbnb,
qui est aussi utilisé, mais par les propriétaires pour le coup. Pourquoi est-ce que c'était si important pour vous que de rappeler cela ? Pour vous donner la petite anecdote personnelle, c'est que moi j'ai commencé ma société en 2005. En 2005, Brian Chesky, il n'avait pas encore inventé Airbnb. Et culturellement, en France, alors moi 2005 c'est plutôt récent, puisqu'effectivement quand on voit les gîtes de France, quand on voit les congés payés, quand on vient très en arrière, culturellement, la location de vacances, on aime ça, en France et en Europe. Donc c'est vraiment, c'est une première chose. Et on a plein de mots pour le décrire. Les meublés de tourisme, la location de vacances, la location saisonnière. Il y a vraiment pléthore là-dessus. On est à la française, en fait, on a vraiment ce qu'il faut pour le décrire. Et malheureusement, justement, alors c'est vrai que cette marque, alors Airbnb, on peut citer Booking ou Abritel, qui sont ces 3 plateformes. Et ces plateformes-là sont des outils, en fait, et pour les propriétaires et pour les professionnels. Et à force de faire des raccourcis en mode, c'est la grosse entreprise américaine qui vient, etc. Et on schématise un petit peu les choses et effectivement de schématiser le vocable Airbnb qui devient comme Frigidaire ou Kleenex. On se retrouve finalement à dépersonnaliser et à invisibiliser le pan entier de l'économie qui fait de la location de meublés de tourisme directement. Et j'ai absolument rien contre Airbnb, c'est un outil qui est effectivement qui est très pratique, comme Booking, comme Abritel. Ils ont eu l'innovation en fait et l'inventivité. Ils sont arrivés en France en 2011 de mémoire, donc ça commence à faire un petit bout de temps. On ne peut plus dire que c'est les petits derniers qui viennent d'arriver. Et effectivement, c'est vrai qu'ils ont disrupté le marché, ils ont facilité les choses pour les propriétaires, pour les voyageurs, etc. Donc c'est vrai que ça a chamboulé un peu le marché, mais ce n'est pas le marché en fait. C'est un bon indicateur. Mais derrière, nous, on fait de la location saisonnière ou la location de vacances ou du meublé de tourisme. Et effectivement, j'aimerais qu'on arrête, même les lois prennent le nom de loi anti-Airbnb. Mais c'est pas Airbnb qui pâtit le plus de la loi Le Maire. Au départ, c'est les propriétaires. Après, c'est les professionnels qui font de la location pour le compte des propriétaires. Et après, c'est tout l'écosystème, donc notamment les plateformes, parce qu'effectivement, forcément, si on fait moins de chiffre d'affaires ou de business, si je puis dire, eux vont en faire moins. Et puis toutes les sociétés à côté, on n'en a pas parlé, mais en fait, là, on est sur les 3 axes, notamment les plus connus, mais on oublie aussi toutes les structures. Il y a beaucoup de structures françaises, c'est assez intéressant, toutes les startups qui se sont créées autour de la location, et qui vont faire notamment, je sais pas moi, des livrets d'accueil, les serrures connectées. On a beaucoup de technologies en fait qui vont autour et avec de l'intelligence artificielle. Et effectivement, c'est un écosystème qui est complet et qui se résume pas juste à une marque. Voilà. Et oui, alors justement, on a parlé de technologie. Quelles sont selon vous les priorités stratégiques que votre filière devra aborder ou embrasser dans les années à venir ? Enfin, on en a plusieurs. Alors, pas seulement la technologie pour le coup. Parce qu'effectivement, dans la réglementation qui est effectivement chez nous un énorme sujet. Et effectivement, on est surtout... et en France, on est un peu les champions du millefeuille administratif. Mais alors, je pense que la location de vacances, elle est... voilà, là-dessus, on est quand même la cible depuis très longtemps. Et donc, ça rend, d'ailleurs, c'est un vrai défi parce que c'est un défi pour les propriétaires qui ne savent plus trop à quel sein se vouer pour le fait de faire cette activité. Aux professionnels, il y a quand même beaucoup de TPE qui se retrouvent un peu dans une sorte de chamboulement et qui ne savent pas du jour au lendemain. Et ça rend les situations un peu précaires, en fait, de ne pas savoir du jour au lendemain si tout à coup... Alors, une fois qu'on a la loi au niveau national, c'est une chose, mais derrière, on ne sait pas si la municipalité, à coup d'une nouvelle élection municipale ou quoi que ce soit, va pas tout à coup se dire, voilà, c'est un sujet qui fait vendre, c'est un peu les marronniers comme à la rentrée. On a le prix du mètre carré, on a les francs-maçons, maintenant, on a la location saisonnière. Ça fait partie de ces sujets un peu qui font parler. Et pour les politiques, c'est aussi important parce que souvent on le lie au logement et à tort à mon avis. Mais effectivement, voilà, ça c'est quand même un des grands défis pour notre filière notamment, mais aussi pour les propriétaires. Et oui, vous avez parlé de législation. Alors évidemment, dernièrement, on a beaucoup parlé de la loi Le Maire. Est-ce que ce texte vous semble aller dans le sens d'un équilibre entre les aspirations des uns et des autres ? Dans le cas de la copropriété, par exemple, est-ce que vous avez déjà quelques retours ? Alors, la copropriété, je pense que là, on est en mai. Et je pense qu'effectivement, les prochaines semaines, ça va s'écharper dans les réunions de copro. Je pense que ça va être... On n'est pas pour la paix voilà, ça ne va pas apaiser les situations. Et surtout, le risque, c'est qu'il y ait des incompréhensions par rapport au texte réel. Nous, je sais qu'il y a certains avocats qui se sont saisis dans certaines copropriétés parce que parfois, interdire pour vouloir interdire, etc., ça fait des situations un petit peu en bazar et on va avoir des contentieux, ça c'est certain, pas uniquement au niveau au niveau des copros, je pense au niveau des municipalités aussi.
Mais c'est comme les 120 jours, si je peux me permettre. Oui. Ah, oui. Dans le côté totalement ubuesque de la loi Le Meur, réduire de 120 jours à 90 jours la résidence principale, soi-disant pour récupérer du logement, c'est ridicule. C'est de la résidence principale, de fait et par essence. Ça ne va jamais revenir sur le parc. Donc on se retrouve avec des propriétaires qui vont juste, on leur dit, juste vous perdez 30 jours de pouvoir d'achat. Alors tous ne louent pas 120 jours. À Paris, notamment, Paris était la première à dégainer la nouvelle réglementation, je crois même avant même que la loi soit promulguée. Il y a une partie pour moi de démagogie dans le fait de dire à des propriétaires non, on vous enlève cette partie 30 jours potentiels sous prétexte que il y a trop, c'est même pas du tout sur le surtourisme, c'est vraiment le fait de dire on veut du logement, mais sauf qu'ils l'auront jamais. Donc c'est un peu ridicule parce que même si tout le monde ne loue pas 120 jours, les propriétaires utilisent quand même ça comme un appoint notamment pour faire les rénovations, pour les charges. Quand on parle de rénovation, DPE, ça c'est un gros sujet aussi bien pour la location de tourisme mais aussi la location en général. Et c'est vrai que c'est des sujets qui sont qui sont pour moi la loi Le Meur. Il y a certains sujets où on peut en discuter. Les professionnels sont pas fondamentalement contre la réglementation et la régulation. Au contraire, en général, c'est ce qui nous aide, nous, en tant que pros. On fait appel à nous quand ça devient trop compliqué à gérer. Néanmoins, certains aspects, c'est comme les quotas, etc. Sur le principe, pourquoi pas, mais il faut qu'il y ait une vraie consultation. Et c'est un peu ce qu'on voit, nous, depuis 10 ans, c'est que quand les mairies sortent une nouvelle réglementation, ils ne prennent jamais en compte les avis, ils ne consultent pas, en fait, les acteurs locaux, ni les propriétaires, ni les professionnels de la location meublée, parfois pas ni les hôteliers ou les associations de locataires. Probablement qu'il y a une forme de lobbying peut-être qui se fait localement, mais en fait on apprend les choses toujours du jour au lendemain, un petit peu genre tiens le règlement municipal est sorti et dorénavant c'est ça. Et oui, d'où l'intérêt, vous avez raison, de remettre chacun à sa place, en fait, et d'utiliser peut-être les bons termes. Et puis aussi, il y a cette question philosophique, qui n'est peut-être que philosophique, mais où commence le droit de propriété et où est-ce qu'il s'arrête ? C'est une vraie question maintenant. Ça devient une vraie question parce qu'effectivement, alors pour beaucoup, c'est une vraie remise en cause du droit de propriété, du droit de jouir de son bien comme on l'entend en fait. Alors et bien évidemment, normalement, la liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. Donc, et moi, pour le coup, c'est vraiment ce qui est aussi bien au niveau des mairies que des copros. La problématique, c'est qu'on stigmatise la location de tourisme en disant c'est à cause d'eux qu'on a des nuisances, moins de logements, etc. Mais il n'y a jamais de concertation. Alors qu'en réalité, moi, je suis convaincue que localement, quand on a un vrai sujet, alors ça peut être par exemple l'accueil des saisonniers, ça peut être effectivement des sujets de logement plus ou moins ponctuels, pourquoi pas discuter en fait. Les professionnels, eux, connaissent leur parc. Alors après, c'est pareil, une villa avec X chambres, c'est pas pour accueillir des saisonniers, on sait bien que ça va pas rentrer dedans, mais il y a peut-être des compensations possibles. Et inversement, un propriétaire qui a un studio qui loue très régulièrement en location saisonnière, s'il y a une sorte d'accord, le contrat social, un peu de dire de temps en temps, ok, avec un peu comme la jachère, régulièrement, on remet en location, on permet justement de le remettre sur une location plus classique. Voilà, mais je trouve que on se parle pas beaucoup. Et pareil dans les copros, il y a des enjeux, mais il n'y a pas que la location saisonnière qui sont dans les enjeux de la copro. Mais oui, et puis je crois deviner alors votre réponse à la question suivante. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui accusent la location saisonnière meublée de contribuer fortement à la crise du logement ? Alors en général, je leur donne des chiffres parce que quand je suis alors je prends Lyon pour éviter Paris qui est un peu, mais Lyon par exemple, c'est 24 000 logements vacants, c'est 4 000 locations de tourisme. Donc, il y a un moment donné, quand on accueille à Lyon Coldplay et Taylor Swift dans la même semaine, ou qu'il y a quelques jours d'écart, il faut bien accueillir ces gens-là, en fait. Donc non, je dis pas, après, on va pas se cacher derrière son petit doigt, il faut étudier les choses localement, justement. À Paris, je crois que c'est 200 000 logements vacants, dont 100 000 qui pourraient être, en théorie, remis sur le marché rapidement. Et c'est, au dernier chiffre, alors là, pour le coup, sur la plateforme, la célèbre plateforme, je crois qu'on est autour de 60 000 logements qui sont en location saisonnière. Mais la mairie le dit, c'est 60 000 logements, c'est 80% de résidences principales. Donc, de fait, voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a 20% qui sont pas des résidences secondaires, car elle est interdite à Paris, quand même. On a quand même des volets clos dans plein de régions en France, qui est quand même assez dingue. Mais néanmoins, ça veut dire qu'il y a 20% qui ont fait l'objet d'un changement d'usage ou qui avaient déjà la commercialité, qui sont donc là en toute légalité, puisque maintenant, pour diffuser, vous devez mettre votre numéro d'enregistrement, etc. On peut peut-être terminer en évoquant les propriétaires, donc vos clients. Comment est-ce qu'ils jugent les restrictions qui sont désormais imposées ? Est-ce que vous avez des retours de ces propriétaires ? Je crois qu'ils sont un petit peu...
la coupe est un peu pleine en fait. Oui. Les accumulations en fait de contraintes systématiques. Alors bon, il y a la contrainte fiscale, mais en soi, pour le coup, on n'en a pas parlé sur la loi, mais je suis pas convaincue que c'est ce qui va faire changer quand vous avez votre résidence secondaire en location. C'est pas parce que tout à coup on va vous imposer à X ou Y que vous allez le mettre en location longue durée. Donc c'est forcément perdu. Et moi je crois que sincèrement ils ont besoin de stabilité. Comme les professionnels d'ailleurs, d'avoir à un moment donné une sorte de pérennité, d'être sûr qu'on a une visibilité et qu'on n'est pas du jour au lendemain soumis. Enfin, dès qu'il y a un nouveau, alors là c'est encore pire, dès qu'il y a un nouveau gouvernement, dès qu'il y a des nouvelles élections, on se retrouve avec, tout le monde a envie, quand on parle de l'immobilier et du logement, même si nous on dépend beaucoup du tourisme, tout le monde a envie de mettre sa patte, son nom sur une loi, sur un décret, etc. Et voilà, et je pense que les propriétaires, ils aspirent à quelque chose d'un petit peu simple et d'un peu d'encouragement, parce qu'on oublie souvent que souvent on caricature du vilain propriétaire qui a beaucoup de biens et qui fait beaucoup d'argent sur le dos des locataires, etc. Mais il faut prendre aussi, voilà, même si à la marge, il y a des voyous partout, dans toutes les industries et dans tous les domaines en France, la majorité, c'est quand même des gens qui rénovent le parc, qui l'entretiennent, qui mettent à disposition des logements. Donc voilà, une partie, je pense qu'ils ont aussi besoin d'encouragement et pas que fiscaux. En fait, c'est juste à un moment donné de reconnaître quand même que, voilà, si tout à coup tout le monde laisse tomber en se disant, bah, on le laisse en vide et puis on s'en occupe pas et on fait le minimum demandé. Nous, les propriétaires, ils mettent, voilà, ils font de la rénovation, ils se font classer, etc. Enfin, on est quand même à un niveau, voilà, on est vers le haut en fait. Sauf que vers le haut, quand on vous tire toujours avec plus de poids à gérer au quotidien, c'est compliqué. Et alors, comment se passent les relations avec les hôteliers aussi ? C'est le grand, ça c'est un peu le grand mystère, si je puis dire. Non, moi j'ai vraiment du mal à comprendre. Enfin, je comprends en partie, etc. Et notamment la problématique avec les plateformes, etc. Moi, j'adore l'hôtel. Moi, quand je vais à l'hôtel, quand j'ai des déplacements, je vais à l'hôtel. Par contre, quand je vais avec ma famille, je prends pas un hôtel, je prends un bien en location parce qu'il y a un côté pratique. Alors, tous ceux qui font de la location de tourisme ne font pas des logements familiaux, sinon ça se serait. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui complète en fait. On n'a pas forcément les mêmes besoins. Moi, j'adore d'avoir le confort de l'hôtel, etc. Et par contre, j'adore pouvoir me faire mon petit déjeuner par ailleurs si je suis en famille ou si je reste plus longtemps, par exemple. Après, il y a une question de budget sur la durée. Rester une semaine sur place à l'hôtel, même, c'est pas forcément les mêmes budgets. Ce qui ne veut pas dire que les biens en location saisonnière sont tous en mode c'est pas très cher, parce que certains sont très luxueux, très haut de gamme, etc. Néanmoins, moi, je pense qu'il y a de tout. Et d'ailleurs, les hôteliers, les groupes hôteliers, on le mentionne pas beaucoup, mais ils sont sur le domaine de la location de tourisme. Ils ont aussi des parcs d'appartements, notamment dans certaines villes qu'ils mettent à disposition, avec une super qualité, avec des super reviews. Et voilà, et on aimerait bien discuter avec eux de manière un peu plus sereine et pas systématiquement dans la partie conflit. Et oui, alors tout est dans la nuance et dans le dialogue, si je vous ai bien compris. Oui, c'est un petit peu mon idée. Merci Marie Piscinier d'être passée sur les ondes de Limo. C'était un vrai plaisir que de vous rencontrer. Merci beaucoup Anne-Sandrine. Et merci à vous toutes et tous de votre écoute fidèle. J'espère que cet épisode vous aura été utile et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Retrouvez les ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.